Hello, hello. Bon, qu'est-ce de quoi vous avez parlé en gros? Donc aujourd'hui, pas encore, on va commencer maintenant. On attendait que tout le monde se connecte. Donc, on va démarrer donc le partage d'écran. Alors. Super espionne, non? Ça commence bien. Suis-moi. On voit que c'est des élèves. Oh, c'est ce que je... Il ne commencera pas avant de coucher le petit. Ça va, vous avez accès normalement au cours, donc la dépendance énergétique et ses conséquences, c'est juste? Margot, ça va, tu vois bien? Oui, oui, enfin, c'est compliqué avec le téléphone, mais ça va. Ah ouais, t'es avec ton téléphone, ah ouais. Ben oui, en fait, j'ai pas réussi à accéder au lien pour mettre sur mon ordi, donc je suis avec mon téléphone. Ok, ben écoute, on va essayer de faire comme ça. Alors, donc, je vais vous parler donc de la dépendance énergétique et de ses conséquences. D'accord? Donc, attendez, je voulais juste faire quelque chose en même temps. Hop. C'est difficile à gérer. Afficher la grille vidéo. Bon, on verra comme ça. Voilà. Voilà. Alors, donc, la première chose, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de regarder la petite vidéo YouTube que je vous ai mise. Donc, c'est la vidéo avant le déluge, c'est le film de Leonardo DiCaprio. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir, non? Personne? Pas encore. D'accord. Bah, je vous invite à le regarder, c'est quand même super intéressant. Donc, ça montre notre dépendance à l'heure actuelle, donc au niveau des énergies dans le monde et les conséquences que ça a sur la planète. Voilà, ça c'est pour démarrer le cours. Et justement, ici, je vais vous parler des besoins en énergie qu'on a au niveau de la Belgique et dans le monde. Alors, si vous voyez, le premier document, c'est l'évolution de la consommation d'énergie par personne. C'est la moyenne mondiale. Alors, chaque couleur correspond à une énergie. Donc, vous avez le noir, le charbon. En rouge, vous avez le pétrole. En jaune, le gaz. En bleu, l'hydraulique. Le nucléaire en vert. Le bois, c'est en orange. Alors, tout en haut, en tout petit, c'est les divers. C'est ce qui est différent. Alors, on sait voir déjà plusieurs choses par rapport à ce document. Ben, si vous regardez le charbon, d'après vous, est-ce que l'évolution a augmenté? Est-ce qu'il y a une excusez-moi, nous on voit juste, excusez-moi madame, on ne voit juste que on ne voit pas votre écran, hein. On voit juste vos dossiers. Hein. Voilà. Ah, attends, j'ai fait une bêtise. Alors, je pensais que vous le voyiez. On voit juste en fait votre barre d'outils où il y a marqué énergie version prof, énergie version élève et tout ça. Ok, ben, j'ai tapé dessus mais ça n'a pas marché. Je recommence. Je me permets de vous couper parce que vous expliquez des couleurs, tu fais bien. mais ok. Non, mais je préfère le dire parce que comme je la ramène tout le temps. Attends. Comment est-ce que je dois faire? Après, ça va me retomber dessus encore, qu'on entend que moi. Voilà, je pense que ça va comme ça. Regarde. Là, maintenant, ça devrait marcher. Ah! Bravo! Et j'apprends au fur et à mesure. Hein. Impec. Voilà, donc je vous parlais du premier document, vous voyez? Oui. Voilà, donc vous avez le charbon en noir, le pétrole en rouge, gaz, hydraulique, en vert le nucléaire, le bois et le divers tout en haut. Alors, si vous regardez maintenant au niveau de la couleur noire, donc du charbon, est-ce que vous trouvez qu'il y a une augmentation, une évolution de la consommation? Non. Non, vous voyez, c'est resté assez stable. Oui, en 1900, on voit donc qu'il y a quand même une évolution, d'accord? Entre 1850 et 1900, ben, ça correspond à la révolution industrielle. Sinon, pour le reste, pas énormément. Par contre, il y a une énergie, on voit, qui augmente énormément. Ce serait laquelle? Les microprocesseurs. Non, regarde au niveau des énergies. Le bois qui augmente. Le bois, pardon. Ouais, le bois. Non, regardez, en fait, ce que vous devez faire, vous devez regarder. C'est la plus grosse tache en rouge. Oui, c'est ça. Donc, en fait, vous devez regarder, donc ici, le document date d'après 2012. Vous devez regarder en 2012. Vous voyez ici et vous voyez le début. Vous voyez, donc c'est le pétrole qui a le plus augmenté. Vous voyez ma souris ou pas? Non. Oui, tout à fait. D'accord. Donc, en fait, vous devez regarder ici, cette partie-ci.
comparativement à celle-ci, vous voyez? Donc, on voit bien qu'il y a une nette augmentation, tandis que le charbon, ça reste quand même plus ou moins stable entre 1900 et 2012, d'accord? On peut dire aussi que le gaz a augmenté. Vous voyez? Oui. Cette partie-là. Et alors, au niveau de l'hydraulique, ça reste plus ou moins pareil. C'est faible et ça reste faible. Le nucléaire, c'est seulement à partir des années 70, mais l'évolution est plus ou moins constante. Et au niveau du bois, qu'est-ce que vous pouvez dire du début à la fin? Vous trouvez qu'il y a une nette augmentation ou pas? Non, c'est très stable. C'est toujours aussi presque la même. Et alors, au niveau des divers, il n'y a pas spécialement de commentaires. Alors, est-ce que vous pourriez me dire, dans les années 50, ben justement par rapport aux petits dessins qui sont ici, pourquoi est-ce qu'il y a une augmentation du pétrole dans les années 50? Ça correspond à quoi, les années 50? Oui, aussi. En tout cas, pour nous, en tout cas, c'est les fermetures, ouais. Oui. Et ça correspond à quoi? de commerce. Regarde, oui, mais le commerce de quoi aussi, surtout? Je parle électronique, ouais, voilà, pas électronique, mais c'est les électroménagers en fait. Donc c'est dans les années 50 que les électroménagers deviennent bon marché entre guillemets et que monsieur et madame tout le monde vont pouvoir s'acheter leur frigo, leur télévision, d'accord? Donc il va falloir du coup consommer beaucoup d'énergie pour fabriquer tout ça, d'accord? Donc, c'est à partir des années 50. Et alors aussi, on a l'aviation commerciale. Je ne sais pas si vous voyez dans le dessin ici. Ouais. D'accord? Donc, c'est le début de tout ça. Hein. Ça va? Donc, ensuite, vous avez le document 2. C'est la consommation d'énergie à travers le monde. Alors, quand vous voyez cette carte, je voudrais vous demander, est-ce que tout le monde consomme de la même manière dans le monde? Non. Bah non. Donc, si vous regardez, il faut toujours regarder l'échelle quand vous avez une carte, ou en tout cas la légende. Et vous voyez, donc c'est la consommation mondiale d'énergie par habitant en équivalent kilopétrole. Alors, quand c'est jaune très clair, l'habitant consomme entre 0 et 500. Et quand c'est de plus en plus foncé, on est supérieur à 10 000. D'accord? Alors, dans le monde, est-ce que vous pourriez me donner des pays qui consomment énormément? Je vais essayer de zoomer. Il n'y en a qu'une tâche. Les États-Unis, ouais. Les États-Unis. Puis... Donc, on a les États-Unis. Juste au-dessus des États-Unis, c'est le Canada. D'accord? Ici, Canada, États-Unis. Alors, ici en bas à droite, c'est quoi? L'Australie. L'Australie. Alors, ici, on est donc Arabie Saoudite. Vous voyez? Arabie Saoudite. Et alors, voyons un petit peu nos pays européens. La Belgique, vous voyez où elle est? Ouais. Oui. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? C'est beaucoup aussi. Elle est aussi. Elle est entre 5 000 et 10 000. Hein, donc, on a une consommation assez importante. Ici, vous avez l'Islande en noir. D'accord? Et alors ici, au-dessus, vous connaissez les pays? Norvège. Et puis, donc, Suède, c'est raisonnable. Et Finlande. Donc, Norvège et Finlande, c'est aussi des consommateurs. Est-ce que c'est les pays que je viens de vous citer, est-ce que ce sont des pays riches? Est-ce que ce sont des pays qui produisent beaucoup de richesses, en tout cas? L'Arabie Saoudite, oui. D'accord. Donc, encore. Les États-Unis, oui. En général, on peut dire que ceux qui consomment le plus d'énergie, c'est quand même ceux qui produisent le plus, d'accord? Ou ceux qui produisent en tout cas des richesses. Par exemple, si vous regardez la consommation en Afrique, on pourrait quand même faire une généralité. Ce serait laquelle? Est-ce qu'ils consomment comme nous en Afrique? Non. D'accord? Quand vous voyez l'Afrique subsaharienne, c'est les plus faibles, c'est entre 0 et 500 kilos équivalents par pétrole. Donc, c'est vraiment, on est quasi aux opposés, en fait, par rapport à nous, quoi. Ça va? Donc, ça, c'est par rapport à notre consommation. Donc, on ne consomme pas partout de la même manière dans le monde. D'accord? Alors, pour la Wallonie, vous voyez ici la répartition par secteur de la consommation finale. Donc, c'est en 2016. Qui consomme en Wallonie
l'énergie finalement? Quand vous regardez par rapport au pourcentage, où est-ce qu'on dépense le plus d'énergie? Dans quel secteur est-ce qu'on dépense le plus d'énergie en Wallonie? L'industrie. L'industrie à 36%. Ouais, voilà. Après, on a les transports à 29%. Et le troisième, c'est qui? Logement. Logement, donc c'est nous, ça, hein, donc les citoyens, d'accord? Donc, on utilise… Voilà. Alors, ma question donc, par rapport à tous ces documents, c'était… je vais voir si je vais retirer ici. Hop. Donc, quelle est l'évolution de la consommation d'énergie et pourquoi nos sociétés ont besoin d'énergie? Consommons-nous tous de la même manière? Donc, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a tous besoin d'énergie, surtout pour produire. Hein. Donc, c'est un besoin primaire qui est fondamental. On en a besoin pourquoi? Pour se nourrir, pour l'agriculture, hein, pour se chauffer, pour se déplacer, faire fonctionner les machines, pour construire. Bref, nos sociétés ne savent plus se passer d'énergie, d'accord? Alors, par rapport aux documents, on peut dire que plus une société produit de richesse, plus elle consomme de l'énergie. Donc, en Afrique subsaharienne, ils ne consomment pas la même quantité d'énergie que les États-Unis ou l'Australie, par exemple, d'accord? Alors, on peut dire aussi qu'au niveau des énergies, tout ce qui est pétrole, gaz, uranium et charbon, on en a vraiment besoin et à l'heure actuelle, en tout cas, on ne sait pas encore s'en passer. Donc, on a rendu notre mode de vie tellement dépendant que pour l'instant, on ne saurait pas vivre sans. D'accord? Ça, c'est ce qu'on peut dire par rapport à ces documents. J'ai fait une bêtise. Voilà. Alors, pour la suite. Donc, ensuite, on a la production d'énergie primaire à travers le monde. Donc, vous avez de nouveau donc, la carte de l'énergie primaire qui est produite. Est-ce que vous pourriez me dire, est-ce que tout le monde dispose d'énergie primaire dans le monde? Donc, de nouveau, ce que vous devez faire, c'est regarder les couleurs de la légende. Vous voyez? Oui. Je vais voir ici. Je n'ai pas l'impression de voir tout le monde. Donc, quels seraient les pays qui disposent le plus d'énergie primaire? Les États-Unis. États-Unis, oui. La Russie. Très bien. Et ici, de nouveau, encore dans les bleus moyens, on a encore l'Arabie Saoudite. D'accord? Donc, ça, c'est les pays qui disposent le plus. Regardez un petit peu pour l'Europe occidentale en général. Est-ce qu'on dispose d'énergie primaire? La couleur, on serait plus dans les bleus ou dans les roses, dans les gris? Non, dans les roses et dans les roses. D'accord. Donc, en fait, en Europe, en général, on ne dispose pas d'énergie primaire voilà, dans notre territoire. D'accord? Donc, en fait, ma question, je descends un petit peu. Donc, les énergies sont stockées dans certains endroits de la planète et tous les pays n'ont pas de pétrole, de gaz, d'uranium dans leur sol ou dans leur mer. D'accord? Mais ça, on verra par la suite par rapport à des cartes. Vous verrez qu'en Belgique, à part les anciennes mines de charbon, par exemple, on n'a rien de toutes ces énergies. D'accord? Je parle des énergies primaires, hein, d'accord? Donc, c'est les énergies, si vous voulez, qui ne sont pas transformées. Ce n'est pas les énergies renouvelables, hein, ça va? Alors, qu'est-ce que ça implique, à votre avis, au niveau des relations internationales? Comment est-ce qu'on doit se comporter, si vous voulez, par rapport aux pays qui disposent des énergies? Prenons par exemple l'exemple de la Russie. D'accord? Est-ce que nos relations sont bonnes avec la Russie? Non. Donc, je vous dis, donc, nous, en Belgique, on ne dispose pas d'énergie, d'accord? Et je vous dis, mais finalement, on a vraiment besoin pour vivre en Belgique, on a besoin d'énergie, d'accord? Donc, à qui est-ce qu'on va aller chercher toutes ces énergies?
Aux États-Unis, je pense surtout, non, pour nous. Non. Elles viennent d'où nos énergies? On les importe. Alors là, Ben, par exemple, notre gaz, De Flandre, en Flandre non plus, hein, ils n'ont pas en d'énergie. France. Donc, on prend par exemple le gaz de la Russie, d'accord? On importe énormément de la Russie. Donc, à votre avis, quel genre de relation diplomatique on doit avoir avec la Russie? Est-ce qu'on va aller contre leurs décisions? Non. En Arabie aussi, oui, j'ai vu ça. Comment est-ce qu'on doit se comporter avec eux? Est-ce qu'on va aller contre leurs décisions politiques quand ils vous voyez? Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va essayer de faire belle-belle avec ces pays-là parce que la concurrence est tellement forte, on a besoin d'énergie, donc on doit garder des relations diplomatiques les meilleures possibles, si vous voulez, d'accord? Donc, l'énergie, ça devient un point politique. Donc, ce que je vous dis ici, c'est que l'importance de ces énergies pour nos économies et pour satisfaire notre mode de vie implique que les relations internationales sont avant tout tournées vers la sécurisation de l'approvisionnement en énergie. On veut être sûr que les pays qui ont des énergies primaires vont continuer à nous en donner, sinon on est dans la merde, hein, d'accord? Donc le fait de s'assurer que les pays où se trouvent les énergies continuent à en fournir le plus longtemps possible. Donc en plus de ça, on se trouve dans un monde, je vous dis, où les réserves en énergie sont limitées, mais où les besoins, surtout de la part des pays industrialisés, sont infinis. Donc la concurrence est tellement forte et chaque pays essaie de sécuriser l'approvisionnement énergétique de son territoire. Donc on essaiera toujours d'avoir des énergies sur notre territoire et la concurrence entraîne beaucoup de tensions. Donc je vous disais aussi, vous devez savoir que la dépendance aux énergies et l'accès aux énergies est la première cause principale des guerres sur la Terre. D'accord? Donc, c'est l'eau et l'énergie. C'est les deux. Les autres, vous m'entendez plus non plus? si, moi je vous entends très bien. Ah ben, Christine a perdu le son, je pense. Allô? Nous, on t'entend, Christine. Je n'entends plus. J'ai de coupure. Oh, putain. Je ne sais pas. Tu m'entends, Christine? Elle nous entend Allô? plus. Oui, on t'entend. Regarde si tu n'as pas appuyé sur muet ou quoi. Ça coupe. Allô? Ça coupe, j'entends plus rien en fait. Vous buguez. D'accord. Je ne sais pas quoi faire. Non, mais nous, on vous entend très bien. Ça me rassure. Vous n'êtes pas coupé. Vous êtes impeccable. Ça va? Oui, mais tant mieux pour toi. Allez, génial. Bon, moi, je vous laisse. J'entends pas. Mais on mettra la vidéo YouTube de toute façon. D'accord? Je peux continuer? Oui. Alors, comment est-ce qu'on peut définir finalement qu'est-ce que c'est la dépendance énergétique? En fait, ça désigne la capacité d'un pays à satisfaire de manière autonome ses besoins énergétiques. Ça veut dire, vous consommez de l'énergie en tant que pays et vous devez vous arranger pour avoir votre énergie sur le sol, d'accord? Donc, une fois que vous importez de l'énergie, est-ce que vous êtes dépendant? Bien sûr. D'accord, ok. Donc, vous avez compris le principe. Donc, il y a ce qu'on appelle le taux d'indépendance énergétique. Donc, c'est le rapport entre la production que le pays va consommer et sa consommation. Donc, si vous consommez plus que ce que vous produisez, est-ce que vous êtes dépendant? Oui. D'accord. Alors, ici, je vous ai mis une petite carte, enfin un graphique plutôt, des taux de dépendance énergétique entre 2006 et 2016. Donc, 2006, c'est en bleu, je ne sais pas c'est quelle couleur, bleu turquoise, on va dire. Et en 2016, c'est en fuchsia. D'accord? Alors, vous avez la liste de tous les pays européens, si je ne me trompe pas. Voilà. Alors, je vous demandais dans cette carte, est-ce que vous pourriez me dire quels sont les pays qui dépendent à plus de 75% des importations en 2016? Vous savez comment faire?
Je vais vous montrer. Donc, en fait, vous avez ici, donc à gauche, vous avez le pourcentage de dépendance. D'accord. Alors, vous regardez ici à 75 sur votre gauche et vous regardez en fait tout ce qui dépasse. Donc, vous regardez les pays. Ben, il y a Malte, le premier. Ouais, Chypre. Il y a 100%, Chypre. Après, qu'est-ce que vous avez encore? Luxembourg. Luxembourg, Italie. C'est ça. Allemagne? Non, Ouais. je sais pas. Et Belgique, est-ce qu'on dépend? Ouais, quand même. Hein. On dépasse un petit peu quand même. On est à 75% aussi. Je Allemagne. disais en rose, hein, donc c'est tout, hein, je pense. Il y en a peut-être encore un ou deux. Ouais, il y a quand même la Turquie aussi. La Turquie, c'est ce que je regarde, c'est tout juste. Attends, je vais voir. Voilà, je vous ai retiré. Voilà, donc ça, c'est tous les pays qui dépendent à plus de 75% en 2016. Je voudrais vous demander, les pays qui sont en dessous de zéro, qu'est-ce que ça voudrait dire? Bah, ils dépendent de rien, je pense. Hein. Ce serait quoi? Ils ne dépendent pas. Ils ne dépendent pas parce qu'ils produisent plus que eux-mêmes leur énergie. D'accord? Donc, ils produisent. C'est même des exportateurs quelquefois d'énergie. Hein, d'accord? Donc, ceux qui sont négatifs, c'est ceux qui ne dépendent pas du tout des autres. Ça va? Alors, voilà. Donc, je vous disais que l'Union européenne dépend à 53% de sa consommation. Donc, le reste de l'énergie est produit sur le sol européen. Alors, il y a un petit calcul ici pour calculer le taux de dépendance énergétique. Je sais, on ne voit pas très bien. J'aurais dû le recopier. Donc, pour calculer la dépendance, c'est les importations nettes fois 100 sur la consommation brute intérieure plus réservoir. D'accord? On va le calculer pour la Belgique. On va le faire ensemble. Donc, importation nette fois 100. Donc, importation nette, on est à 104 385. Ouais. Fois 100, divisé par le chiffre que vous voyez ici, 56 321. Et donc, vous savez qu'on est dépendant, en tout cas, en 2012, on était dépendant à 81,90% au niveau des énergies. D'accord? Ça veut dire qu'on devait importer plus que 80% du rapport entre production et consommation. D'accord? Donc, très dépendant. Alors, il y a différents types d'énergie. Vous en connaissez déjà certains parce qu'on en parle de plus en plus. Je vais vous parler des énergies renouvelables. D'accord? Alors, dans l'énergie solaire, qu'est-ce qui vous viendrait en premier à l'esprit dans les énergies solaires? Les éoliennes, panneaux solaires. Ouais, donc au niveau solaire, c'est par exemple panneaux photovoltaïques. Très bien, Sylvie. Ah, vous m'entendez? Bah ouais, je t'entends. Oui. Ah, super. Je t'entends bien, mais maintenant. Alors, ouais. En fait, dans les énergies solaires, il y a ce qu'on appelle les technologies actives et les technologies passives. Donc, technologie passive, qu'est-ce que c'est? C'est simplement, par exemple, votre architecte qui va décider d'implanter la maison ouest-est, si vous voulez, pour que vous ayez le soleil le plus longtemps sur la journée, par exemple. D'accord? Donc, finalement, il ne faut rien faire. Le soleil arrive directement. C'est ce qu'on appelle l'énergie passive. Après, tout ce qui est actif, c'est ce qui va transformer l'énergie solaire en électrique ou en énergie thermique. D'accord? Donc là, c'est les cellules photovoltaïques, les collecteurs solaires, le chauffage, etc. D'accord? Donc, on utilise les rayons du soleil à bon escient pour en faire donc, soit de l'énergie thermique, soit de l'énergie électrique. Ça va? Alors, énergie éolienne. Donc, maintenant, on connaît les éoliennes, mais depuis des milliers d'années, finalement, on l'utilise déjà dans la voile, par exemple, au niveau de la navigation. Ou alors, on utilise la force éolienne aussi avec les moulins à vent, tout simplement. Mais maintenant, on l'utilise donc avec les hélices qui emmagasinent le vent et qui transforment donc en énergie électrique. D'accord? Est-ce que vous connaissez les éoliennes classiques qu'on a par exemple à Leuze, ou les premières qui étaient dans la région, c'était pour Colruyt.
Et est-ce que vous connaissez les éoliennes offshore? Non. Donc, en fait, c'est des parcs éoliens qui sont construits en pleine mer. Il y en a à la mer du Nord, je pense. Il y en a maintenant à la mer du Nord. Donc, au départ, c'était surtout le Danemark qui était pionnier en la matière. Mais la Belgique commence, enfin, allez, maintenant est dans, allez, s'y est mise. Donc, on a en mer du Nord, effectivement, on a des parcs éoliens. D'accord? L'avantage quand vous êtes en mer, c'est qu'il y a toujours plus de Du vent. vent. Et donc, vous avez un meilleur rendement électrique, en fait. Hein, d'accord? Alors, ensuite, vous avez l'énergie hydrolienne. Vous avez déjà entendu parler? Non. Non. Donc, hydrolienne, en fait, si vous voulez, on utilise les courants maritimes et c'est le courant, tout simplement, qui fait fonctionner les turbines. Mhm. Vous voyez? Donc, c'est aussi une sorte d'énergie Il y en a en Italie. renouvelable. Après, vous avez l'énergie marine. Donc, ça, c'est un peu le futur. Parce que qu'est-ce que c'est? En fait, on utilise les vagues et les marées et l'énergie thermique de l'océan. Donc, c'est infini, en fait, comme énergie. Donc, c'est toujours des énergies qui, le jour où elles seront exploitées, pourront nous faire diminuer des énergies fossiles, en fait. Attendez, voilà. Alors ensuite, vous avez la biomasse. Déjà entendu parler de la biomasse? Ça me dit un truc, mais. En fait, la biomasse, on brûle tout ce qui est, par exemple, déchets ménagers, les déchets agricoles, le bois et tout ça, exactement, pour récupérer en fait la chaleur. Je pense que j'ai mis le graphique. Ouais, voilà. Donc, en fait, la chaleur transforme l'eau de la chaudière, par exemple, en vapeur et on récupère, voilà, donc l'électricité. Donc, ça, c'est le biomasse. Après, vous avez l'énergie hydraulique, les barrages hydrauliques. Donc, on utilise la puissance de l'eau pour faire fonctionner les turbines. Alors, l'énergie géothermique, déjà entendu parler? Oui. Oui. Donc, on utilise la chaleur de la terre plus vous allez profondément dans le sol, plus il y a de chaleur. Donc, on utilise la chaleur naturelle. Donc, il y a certaines régions, par exemple près de Mons, où je pense que c'est à Glun maintenant on utilise l'énergie géothermique. Donc, on utilise la chaleur naturelle de la terre pour chauffer l'eau, par exemple. D'accord? Il y a certaines régions aussi, comme le nord de l'Italie, où ils utilisent énormément. Voilà. Je ne vais pas vous faire un cours technique sur toutes les énergies, mais c'est pour vous les présenter en tout cas. Hein, ça va? Alors, ensuite, je vous ai mis plusieurs documents. Ben justement, il y a le Puy de Glun et Géothermia. Je vous ai mis ici un document sur l'évolution de la puissance éolienne en Belgique, le photovoltaïque, les capacités électriques du renouvelable, et enfin ici c'était quoi? Les panneaux solaires, et alors la production mensuelle d'électricité. Et je vous demande quelle est l'importance que prennent les sources d'énergie renouvelables en Belgique. D'accord? Donc on va essayer d'analyser un petit peu au fur et à mesure. Donc la première, c'est Géothermia. Comme je vous disais, donc à Glun, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de lire le cours avant ou pas du tout. Non. Non. Donc, attendez, je vais retirer notre petite vidéo ici. Non, ça ne marche pas. Voilà. Donc, IDEA a décidé en 2010 qu'un de ces parcs d'activité économique allait être, donc c'est Géothermia qui est créé, attendez, ah ouais, fort de son expérience de près de 30 ans en matière de réseau de chauffage urbain, basé sur la géothermie, IDEA a décidé d'équiper avec ce type de réseau un de ses parcs d'activité. Donc, toutes les usines qui sont là sont chauffées par la géothermie, d'accord? Donc, Ça, en fait. de quoi?
C'est allez, comme à Bruxelles, à Anderlecht, il y a la cheminée nucléaire, là. Vous voyez? C'est pas nucléaire, hein. C'est pas nucléaire à Bruxelles. À Halle, tu veux dire? Non. À Anderlecht, il y a une usine. Mais c'est pas nucléaire, hein, parce que nos usines nucléaires, elles sont jamais dans. Il y en a pas à Bruxelles, hein. Non. C'est la forme de la cheminée qui te fait penser à ça, mais c'est pas nucléaire. Mais là, on fabrique quand même de l'énergie. Ah oui, je ne sais plus quoi, mais oui, effectivement. Mais c'est pas nucléaire, ça je peux te l'assurer. Je me renseigne et je te dirai quoi. Je l'ai sur le bout de la langue, mais je ne sais plus. C'est pas géothermique, je pense que. Je vais vite chercher, ça m'énerve. Centrale nucléaire en Belgique. C'est pas à Halle, hein, c'est à Anderlecht. Hein. Oui, je vois ce que tu dis à Anderlecht. Je vois. Oui, où il a décor pour Electrabel. La centrale électrique de Drogenbos. C'est ça. Oui, c'est ça, à Drogenbos. Donc, c'est une centrale électrique à cycle combiné, communément appelée TGV, turbine gaz-vapeur. Attention, vous avez regardé sur Wikipédia. Pas bien. Ah, t'as vu? Non, je t'ai pas dit, mais je regardais en dessous. Donc, ici, c'est à Glun. Donc, on utilise vraiment la chaleur de la Terre. Hein, d'accord? Donc, c'est une nouvelle forme d'énergie, comme je vous disais. Alors, après, le document ici suivant, c'est l'évolution de la puissance éolienne entre 93 et 2011. Ça pourrait être encore actualisé parce qu'entre-temps, ça a encore fort augmenté. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à l'évolution? Qu'elle est en nette augmentation. Nette augmentation, à partir de quand tu arriveras à le dire? À partir de 2004, 2005. Ouais, tu as vraiment le pic au début des années 2000. Il y a un pic en 2010, 2011. Ouais, mais en 2005, on passe de 96 à vraiment 67. Hein. À ce moment-là que ça monte en flèche et c'est exponentiel quand tu regardes. Hein, vraiment au début des années. Ce qu'il y a eu aussi, c'est que c'était le début des primes aussi. Hein. Ouais, c'est vrai. Et le prône aussi pour une énergie verte. Hein. Oui, ils ont essayé en tout cas de faire changer les habitudes de consommation électrique de la population. Quoi. Et de nouveau, ici, on a le photovoltaïque. Entre 2008 et 2014, qu'est-ce que vous pouvez dire en augmentation ou pas? Oui. Vous voyez, donc, et encore à partir de quand? 2009, 2010. 2010. Ouais, c'est ça. 2010, 2011, on voit vraiment, ça part en flèche. Quoi. Alors ici, document suivant, la Belgique affiche des perspectives de croissance des capacités électriques renouvelables de plus 5,5% par an en moyenne sur les 5 années à venir. En plus, on a le développement de l'éolien offshore où elle se situe actuellement dans le top 5 mondial. Donc, au niveau des énergies renouvelables, est-ce qu'on évolue? Je veux dire ça comme ça. Oui. D'accord. Alors après, vous avez encore un document de métro. En 2015, un record a été enregistré en matière de production d'électricité photovoltaïque. Un panneau solaire installé à Bruxelles a produit l'an dernier 1049 kWh, un record depuis 2009. La moyenne annuelle depuis janvier 2009 atteint 990 kWh. Donc, attendez, pour une installation de 3 kW exposée vers le sud à Bruxelles, l'électricité photovoltaïque produit couvrait en 2015 la totalité de la consommation d'un ménage, de début avril à fin août et de fin février jusqu'au début du mois d'octobre. Donc, ce qui est aussi, c'est que vous avez l'efficience des panneaux photovoltaïques qui est meilleure. Je veux dire, les premiers panneaux photovoltaïques et ceux actuels sont meilleurs maintenant. Je veux dire, ils ont évolué au niveau de leur capacité et leur efficience, quoi. D'accord ? Alors ici, vous avez la production mensuelle électrique, d'accord, entre 2008 et 2019. C'est quoi
qu'est-ce qu'on utilise le plus? Attendez, je vais nous retirer ici. Hop. Ouais. Les thermiques non renouvelables, non? Enfin, Regarde l'énergie en juillet, par exemple, 2019. En fait, ce qui s'est passé, c'est entre septembre et janvier, il y a eu un problème au niveau donc des centrales nucléaires. Mais regarde ici, par exemple, en général, c'est quoi Nucléaire. le nucléaire. Ouais, donc on produit beaucoup d'énergie nucléaire, hein, d'accord? Et ensuite, c'est laquelle? C'est le thermique. Thermique non renouvelable, hein, d'accord? Voilà, donc je vous demande, j'ai fait un petit peu un résumé. Donc je vous dis en 2018-2019 en Belgique, la production intérieure, principalement nucléaire et thermique. Je vous ai dit, il y a eu quelques problèmes techniques au niveau des installations nucléaires, c'est très rassurant, hein. Sinon, les chiffres du nucléaire sont plus élevés. Donc, pour les énergies renouvelables, elles sont en constante augmentation. C'est le cas du photovoltaïque, de l'éolien terrien et offshore, et même de la géothermie, donc pour plein. D'accord? Alors, les types d'énergie non renouvelables. Je ne vais pas vous passer la vidéo ici parce que c'est assez… Enfin, j'ai essayé tout à l'heure, c'est catastrophique quand je partage avec vous une vidéo YouTube. Donc, je vous invite à la regarder tranquillement chez vous pour répondre. En fait, je vous dis, qu'est-ce que c'est une énergie fossile? Donc, une énergie fossile, est-ce que vous savez quand ça a été créé une énergie fossile? Quand est-ce qu'elles ont été créées, les énergies fossiles, sur la planète? Est-ce que, comment est-ce que je peux vous dire ça? Est-ce que les énergies fossiles sont inépuisables? Non, vous voulez parler du bois et tout ça? Non, énergie fossile, donc c'est par exemple tout ce qui est pétrole, charbon, ben non. le C'est gaz. inépuisable. C'est pas inépuisable, évidemment. C'est pas inépuisable, mais pourquoi? Ça a été créé quand? Pendant la guerre, je crois. Non. Donc, Bien avant. Encore avant. En fait, c'est de la matière organique, si vous voulez, qui a été créée même au temps des dinosaures, quoi, pour vous expliquer un petit peu, d'accord? Donc, ça a été créé sur la Terre, donc il y a des millions d'années, d'accord? Il y a de l'écho chez vous, madame. Je ne suis pas sûre que ce soit moi. Non. Ah si, ça vient de chez vous. Mais je pense que ça résonne chez quelqu'un, en fait. Ah, peut-être. C'est possible? Il n'y a plus d'écho. Je ne m'entends plus, d'ailleurs. Vous m'entendez? Oui. Oui, moi je vous entends. Bah ouais, c'est parti. Ça ne devait pas être moi. Donc, pourquoi est-ce qu'elles ne sont pas inépuisables? Parce qu'elles ont été créées il y a des millions d'années. Elles se reproduisent chaque fois un peu, enfin, au fur et à mesure, mais notre consommation est tellement énorme qu'elles n'ont pas le temps de se régénérer, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que bientôt, il n'y aura plus de pétrole ou qu'on trouve moins de charbon. C'est pas des énergies c'est pour ça qu'il faut absolument trouver des énergies qui sont renouvelables. Ça va? Donc, je vous invite à regarder la petite vidéo, elle est sympa. Je vous ai mis un texte à trous, mais c'est juste pour vous aider à suivre. Mais en gros, il explique donc le processus de formation. Ça va? Alors, vous voyez, donc le pétrole, des dizaines de millions d'années pour se former et un siècle pour se dissiper. Hein, voilà. Alors, donc l'exploitation du pétrole est à la base de l'économie actuelle. Vous verrez encore, si vous regardez la vidéo que je vous ai envoyée avant le déluge de DiCaprio, il l'explique clairement. Donc, on préfère au gaz. Pourquoi? Parce qu'on sait le stocker, on sait le transporter. Et le pétrole fournit la quasi-totalité des carburants liquides qui est aussi utilisé pour la pétrochimie, donc pour les plastiques, pour fabriquer certains textiles, des caoutchoucs, des engrais, des pesticides, des médicaments, etc. Donc, c'est dans le secteur des transports que la consommation de pétrole est la plus importante et pour lesquels on n'a encore trouvé aucun substitut valable pour le moment. Alors, je vous montre ici une petite carte.
elle montre l'état en fait des réserves de pétrole dans le monde, d'accord? Voilà. Je vous demande, alors, dans quelle région est-ce que les sources de pétrole sont les plus concentrées? Vous sauriez me dire? En Arabie Saoudite. Ouais, donc en fait, c'est dans le Moyen-Orient en général. C'est la région la plus riche en pétrole. Donc, il ne faut pas vous fier à ce que vous voyez ici, les 5 pays ayant les plus grandes réserves. Hein. Parce que si je vous parle de région, c'est… Allez, c'est plus. Hein, d'accord? Donc, c'est vraiment le Moyen-Orient. C'est 63% des réserves mondiales de pétrole. Et donc, plus précisément, donc, dans le Golfe Persique. Donc, par exemple, les réserves prouvées de pétrole représentent environ 140 millions de barils pour la Russie et 742 millions de barils pour la seule région du Moyen-Orient. Pourtant, c'est plus petit géographiquement, donc pour vous dire à quel point ils concentrent tout ce qui est pétrole, quoi. Donc, je vais vous montrer la carte. Donc, vous voyez, la Russie, c'est tout ce que vous avez ici. Donc, c'est 140 millions et la petite région ici, c'est 6 fois plus, quoi. C'est énorme. D'accord? Alors, je demande ici, que peut-on dire de l'évolution générale des perspectives d'évolution de la production mondiale de pétrole? Donc, vous avez l'évolution de la production depuis 1930 et les projections jusqu'en 2050. Alors, est-ce que la production est toujours la même? Non. Hein. Donc, on voit ici jusqu'en 1990, 2000, hein, tout grimpe. Hein. Et puis après, qu'est-ce qui se passe? Ça redescend, non? Ouais, ça redescend fort même. Oui, parce que, à votre avis, est-ce qu'on trouve toujours autant de pétrole qu'avant? Non. D'accord? Donc, on a atteint le pic, si vous voulez, de production et du coup, ben, ça chute, quoi. Hein, d'accord? Alors ici, je vous ai mis les 10 premiers producteurs mondiaux de pétrole. Donc le premier, vous avez la Russie, suivi de l'Arabie Saoudite. Ben, ici il parlait avec le Corona qu'ils ont rempli tous les barils, d'après ce que j'ai compris, tellement qu'il n'y avait plus personne qui roulait, ça a augmenté, non? Donc, c'est pas la production. La production, elle est toujours la même. Ce qu'il y a, c'est que ben, toute notre économie dépend du pétrole. Et donc, dès que tu as des guerres ou alors dès que tu as des problèmes, ben, comme ici avec le Corona, que l'offre et la demande varient, ben, toute notre économie est basée là-dessus. Mais la production de pétrole a diminué de toute façon parce qu'on ne trouve plus de pétrole. Pas parce qu'on n'en a pas besoin. Tu vois, ici, une fois que le Corona… On a moins de consommation vu qu'on bouge moins. Oui, mais dès que le problème du Corona sera terminé, ben les industries vont fonctionner à trois fois plus, tu vois. On n'est pas encore là que ça disparaisse. Hein. Non, mais je veux dire, les industries vont redémarrer et ils sont prêts à utiliser, par exemple, en Chine, tout ce qui est charbon, etc., pour redémarrer, parce que ça va être une catastrophe économique, tu vois. Donc, la Russie, donc un des premiers producteurs mondiaux de pétrole, suivi de l'Arabie Saoudite, États-Unis, Iran, Chine, Canada, Mexique, Émirats Arabes Unis, Irak, Koweït, Venezuela, Norvège et Nigeria. D'accord? Donc ça, c'est les plus gros. Après, il y a les pays les plus énergivores du monde. Alors, le premier, c'est qui? L'Amérique. Les États-Unis. Les États-Unis. Bon, attention que c'est des données de 2009, hein, mais je pense qu'elles sont toujours valables. Suivi de la Chine. Bon, oui, Chine, Japon, Inde, ça et m'étonne Inde. pas. Donc la Chine, eux, c'est parce qu'il explique aussi dans le documentaire, mais c'est l'usine du monde, c'est eux qui fabriquent pour les pays occidentaux, tout ce qui, enfin pour tout, d'accord. Donc et les États-Unis, c'est plus par rapport à leur mode de consommation. Alors, je voudrais vous demander comment est-ce qu'un pays peut se retrouver dans les plus grands producteurs et dans les plus grands importateurs à la fois? Comment est-ce que c'est possible? Par exemple, les États-Unis.
Mais il y a les États-Unis enfin, le Maroc, je ne sais pas de quoi, qui se. Allez, comment ça s'appelle? Qui se disputent en fait au niveau des prix, je crois. Hein. Ouais, mais ça, c'est un peu comme j'avais expliqué au début du cours, ouais, pour les relations entre pays. Mais quand tu vois les États-Unis, ben, c'est un des premiers producteurs de pétrole et pourtant, avec ça, ils doivent encore importer du pétrole. Donc, c'est dû à quoi? Parce qu'il y en a la moins. surconsommation, non? Ouais, voilà, c'est ça. Ça va? Alors. Donc, ça, c'est une petite carte de l'Atlas. Bon, je l'ai retravaillée parce que c'est pas toujours très clair. Attends, je vais tirer les vidéos. Je ne sais plus quelle question je vous posais. Ah ouais, donc est-ce qu'on détient des gisements pétroliers? Je vais essayer de le faire plus petit, pardon. Donc ça, c'est la mer du Nord, d'accord? La Belgique est ici en bas, elle n'est pas en entière. Hein. Donc le territoire sur la mer est jusqu'ici, d'accord? Là, vous avez un bout de la France, des Pays-Bas. Et alors, si vous regardez, le pétrole, c'est les taches oranges avec du noir autour, d'accord? Alors, en Belgique, est-ce qu'on dépose de gisements pétroliers? Non. En mer du Nord, en tout cas. Non. D'accord? Quel pays en possède? Donc, vous devez regarder les limites territoriales, c'est les lignes mauves que vous voyez, hein, d'accord? Le Pays-Bas, est-ce qu'ils en ont? Regardez ici. Ouais, j'en ai. Le Pays-Bas, on a, d'accord? Attendez, je vais monter un petit peu. L'Angleterre, il y en a beaucoup. Oh, là-bas au-dessus, il y en a beaucoup. Regardez Danemark, d'accord? Tout ce qui est Royaume-Uni, Norvège, ça va? Norvège, il n'y en a pas. Si, regarde ici. Attends, pardon, ouais, tu vois très pas, peu, tu vois quoi. forcément. Il n'y en a pas beaucoup, là. Tu vois, c'est surtout énormément le Royaume-Uni, hein, d'accord? Et alors, attends, je regarde si j'ai oublié quelqu'un. Voilà, l'Allemagne en possède peut-être un ou deux, tu vois, avec le Danemark, mais je pense même pas. Vraiment à la limite, quoi. En tout cas, très peu, hein, ça va? Et la France, est-ce qu'ils en disposent, en tout cas en mer du Nord? Non. Non. Ça va? Alors, hop, je remets comme ça. Alors, c'était quoi ma question ici? Je ne sais plus ma question. Donc, après, je vous parle du gaz. Donc, le gaz, c'est 20% de la consommation énergique mondiale. C'est la troisième source d'énergie la plus utilisée au monde. Donc, après le pétrole et le charbon, les propriétés du gaz sont proches de celles du pétrole, mais on ne le consomme pas autant, en tout cas, que le pétrole. Donc, la raison, c'est qu'il faut le transporter via des tuyaux qu'on appelle des gazoducs. Donc, je ne sais pas, il y en a certains qui viennent de Hatt. Des pipelines que vous parlez. Des pipelines, oui. Non, les pipelines, en fait, c'est pour… Le gaz. Donc, les gazoducs, par exemple, c'est comme la catastrophe de Guilanguin. Ils ont percé un gazoduc. Oui. Enfin, une des conduites principales de gaz qui traversait la Belgique, d'accord? Une des conduites. Alors, la spécificité, si vous voulez, a de nombreuses répercussions sur les relations internationales. C'est ce qu'on expliquait avec la Russie tout à l'heure, puisque les pays énergivores, qui sont demandeurs en gaz, doivent s'assurer que les pays qui leur fournissent le gaz, mais aussi des pays par lesquels le gaz transite, donc ils doivent entretenir des bonnes relations avec ces pays-là. D'accord? Depuis 20 ans, les découvertes de réserves de gaz se sont multipliées par 1,5. Mais pourtant, on estime qu'on arrivera vite à terme de ces découvertes, alors que la demande est en pleine croissance. Donc, il n'y a pas du gaz indéfiniment. Comme je vous ai dit, c'est une réserve c'est une énergie fossile. Donc, on la consomme plus vite que ce qu'elle ne se régénère. Donc, les réserves de gaz conventionnelles ne permettent plus de répondre à la demande mondiale.
la plupart des recherches se font maintenant vers le gaz non conventionnel, comme le gaz de schiste. Vous avez déjà entendu parler du gaz de schiste? Oui. Donc, il faut faire des... Je vous invite à faire une petite recherche sur le gaz de schiste parce qu'au niveau... elle est très polluante, en fait, parce qu'il faut faire des fractures hydrauliques, je pense. Et donc, du coup, ça engendre une pollution énorme, d'accord? Et une pollution de l'eau, et donc c'est un danger supplémentaire. Alors, aux États-Unis, par exemple, ils utilisent de plus en plus le gaz de schiste. Alors ensuite, deuxième document, la moitié du gaz consommé dans l'Union européenne est importé. La Russie, qui possède 23% des réserves mondiales, contre 2,2% pour l'Union européenne. 39% de ses importations, une part qui devrait mécaniquement augmenter, puisqu'en 2030, l'Union européenne importera 80% de ses besoins en gaz. Et puis, je vous ai mis une petite carte, mais ouais, j'ai un petit souci, c'est qu'elle s'est coupée. Ben, vous savez déjà, le gaz, d'où est-ce qu'on l'importe? Principalement, regardez ici à droite, on voit quand même. La Sibérie, ça fait partie de quel... C'est une région de quel pays? Russie. De la Russie, hein, d'accord. On l'importe aussi de la mer de la mer de Norvège et la mer du Nord, donc via les Pays-Bas. Voilà. Alors, donc, l'Union européenne importe donc la moitié de sa consommation, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ses fournisseurs, le principal, c'est qui? Je vous ai dit. Au niveau du gaz. Saoudite. La Russie, non? La Russie, d'accord. Après, vous avez la Norvège, l'Algérie, le Nigeria et l'Égypte. Entre le quart et le tiers du gaz qui sont consommés par l'Union européenne donc, provient de la Russie. Donc, d'ici 10 ans, en fait, on va dépendre à 80% de l'importation au niveau du gaz. Ça va? Ouais. Alors, est-ce qu'on a des... Parce que la carte, j'ai un document PDF ici, mais vous n'allez pas voir la carte. Est-ce qu'on détient des gisements offshore au niveau du gaz? Est-ce qu'on a du gaz en Belgique? Non. Oui, je non. oui, on avait, oui. Non, on n'en a pas. Non. On n'a pas de gaz. En fait, on importe du gaz donc, de Norvège, de Hollande et d'Algérie. D'accord? On n'a pas de gaz ni sur notre territoire, ni en mer. Donc, on dépend totalement au niveau du gaz. Alors, et enfin, regardez, ça c'est pas mal fait comme carte. Donc, c'est les axes gaziers, d'accord? Donc, vous voyez par où passent les énormes gazoducs. Donc, en vert, vous avez les principaux gazoducs. Alors, regardez pour la Belgique, vous voyez, donc ça passe par les Pays-Bas. Ouais. Ben, regardez un peu le réseau. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est un réseau quand même assez vaste, hein, vous voyez? Plus que vaste. C'est énorme. Hein. Donc, on ne se rend pas compte de tout ce qui passe sous nos pieds. Hein. Du tout. Un réseau routier. C'est pire qu'un réseau routier. Ouais, ben, regarde, et plus les projets qui vont encore être faits. Donc, les projets soutenus par la Russie. Donc, c'est pour fournir, regardez, donc, de Saint-Pétersbourg jusqu'en Allemagne par la mer Baltique, vous voyez? Le Nord Stream, vous voyez ou pas? Oui. Et puis, vous avez le South Stream, donc pour de la Géorgie jusqu'en Grèce et en Italie, quoi. Vous voyez? Oui. En passant par la Serbie, la Slovénie. Mais vous devez vous dire encore, donc on a parlé tout à l'heure donc des relations internationales. Donc oui, il y a les relations internationales avec le pays qui produit l'énergie, mais tous les pays par lesquels transite l'énergie, il faut aussi garder des bonnes relations. Vous comprenez? Par exemple, prenons le cas de l'Ukraine.
Vous voyez l'Ukraine qui est ici? Oui. D'accord, donc vous avez trois gazoducs qui passent à travers le pays. Vous imaginez bien que les relations internationales, enfin, par quoi ça passe, quoi. Donc, il faut vraiment entretenir des bonnes relations avec tous les pays par lesquels votre énergie passe. Parce que s'ils décident de couper allez, les pipelines, par exemple, ben, on n'a plus d'énergie, quoi. D'accord? Ça va? Donc, ça, c'est pour la carte du réseau du gaz. Alors, dans le cas de la Belgique, les gazoducs terrestres qui transportent le gaz donc, viennent principalement donc, des Pays-Bas, de la mer du Nord et de l'Allemagne. Et alors, on a des canalisations sous-marines aussi qui acheminent le gaz en provenance du Royaume-Uni pour chez nous. D'accord? Ça va? Alors, le nucléaire. Donc, contrairement aux autres sources d'énergie, donc l'uranium, c'est un élément qui est naturel assez commun finalement. Il est plus abondant donc sur la Terre que l'or ou l'argent. Hein. Donc l'uranium naturel est la matière première utilisée par l'industrie nucléaire pour produire de l'électricité. On l'utilise aussi en imagerie médicale, en radiothérapie, mais aussi pour fabriquer des armes. La consommation d'uranium n'a pas cessé de croître depuis les années 50. La guerre froide et la course à l'armement nucléaire expliquent une bonne partie donc, de la demande grandissante de l'uranium et la création de la plupart des centrales nucléaires dans le monde aussi. Par contre, quand Tchernobyl a explosé, je pense que c'était l'anniversaire il n'y a pas longtemps, donc ça a provoqué des dommages très importants sur l'environnement, sur la santé des gens de la région et aussi à travers le monde, à travers l'Europe de l'Est et de l'Ouest. C'est des dommages qui sont encore sensibles aujourd'hui. Donc la catastrophe de Tchernobyl a entraîné, si vous voulez, un moratoire sur la construction donc, des nouvelles centrales. Et alors, donc maintenant, avec le protocole de Kyoto, on s'est dit qu'il fallait promouvoir l'énergie nucléaire comme énergie qui ne dégage pas de carbone. En fait, le problème avec le gaz à effet de serre, donc l'énergie nucléaire ne développe pas de CO2 et donc du coup, quelquefois par certains pays, elle est privilégiée par rapport à d'autres énergies. D'accord? Pour cette raison-là, maintenant, au niveau de le problème de l'énergie nucléaire, c'est le stockage des déchets principalement. C'est ça le gros souci de l'énergie nucléaire. Alors, regardez un petit peu, donc charbon, lignite et uranium. Je sais, c'est une carte en noir et blanc, c'est pas terrible. Donc, regardez pour la Belgique. Est-ce qu'en Belgique, on dispose d'uranium? Donc, l'uranium, c'est le 3, hein, vous voyez? Est-ce que vous voyez? Non. Et nous, non, on n'a pas d'uranium. Est-ce qu'on a encore du charbon? Non. 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 Il nous reste que les bassins charbonniers, mais on n'a plus de charbon. Hein. Donc, en Belgique, par rapport à toutes ces énergies, même pour ça, on est fort dépendant. Par contre, regardez un petit peu la Russie. Ils ont tout. Ils ont tout. Ça va? On va regarder nos voisins les plus proches. D'abord, la France. Est-ce qu'ils ont du charbon ou de l'uranium? Ils n'ont rien. Et au niveau de l'Allemagne? Oui, ils ont. Ils ont aussi, hein, d'accord? Donc, ils n'ont pas beaucoup d'uranium, mais ils ont en tout cas charbon et lignite, donc le bois et le charbon, d'accord? Alors, au niveau de l'énergie nucléaire, c'est pas nouveau parce qu'on l'a vu dans les autres textes. Est-ce que la part d'énergie dans la production d'électricité totale en 2010, donc il y a quand même déjà 10 ans, mais on est à plus de 50% de notre énergie qui dépend donc de la production du nucléaire. C'est valable pour la France. On est les pays quasi les plus dépendants au niveau du nucléaire. Alors, quelle est la matière nécessaire
pour produire de l'énergie nucléaire? L'uranium. L'uranium. On n'a pas cette matière-là. On l'importe d'Afrique du Sud et d'Australie, en fait. Alors, C'est pas ça que les enfants vont chercher eux-mêmes et tout ça, quand on parlait l'uranium, dans la terre. Oui. C'est dangereux pour eux et tout ça. c'est pas plutôt avec les batteries, ce qu'on a Les besoin batteries de GSM, mais c'est fait les avec batteries quoi, de les batteries? Non, c'est pas ça. Les batteries de Le GSM. lithium. Non, je vais pas ouvrir Wikipédia, tu vas le voir. C'est le lithium, je crois. C'est le lithium. Il y a du lithium, mais il y a aussi une autre matière. Qui est dangereuse pour les C'est pas enfants le et que c'est eux bauxite, qui- non. Fais une recherche Wikipédia, moi je peux pas la faire. On peut regarder. C'est bien que les enfants creusent et qu'on dit que c'est dangereux. Ouais, mais c'est pas l'uranium. Mhm. Attends, hein, j'ai mon assistant qui me fait ma recherche personnelle. C'est le cobalt. C'est le cobalt. Mais c'est Heureusement ce que qu'il y a vous dans me les demandez pas à moi, portables, parce ça, que moi, non? j'ai pas eu du temps avant de me connecter. Hein. C'est pas ce qu'on trouve dans les batteries de téléphone, ça? Lithium et cobalt, ouais. Parce que ce dont parlait Véronique, c'est ça, c'est pour aller où les enfants en Afrique sont dans les mines. Mhm. Alors, toujours une petite carte. Alors, donc ça c'est notre réseau au niveau de l'énergie en Belgique. Donc on voit les anciens bassins charbonniers dans la région de Mons, au niveau de Liège, de Genk, d'accord. Et puis vous avez donc le raffinage pétrolier donc à Anvers. Vous voyez ici? On voit aussi qu'on a des centrales nucléaires. Alors, les centrales nucléaires, elles sont ici donc à Doel. On en a donc ici à côté de Liège. Bruxelles. Voilà. Et donc, pour vous confirmer qu'en fait, à part, on les met souvent aux frontières. Hein. Donc, à Bruxelles, on ne va jamais mettre une centrale nucléaire. Hein. Ça va? Alors, on a aussi les stockages gaziers. Donc, Charleroi, à Woorswesel et alors près de Zeebrugge. Donc, là où on a beaucoup de stockage, etc., en fait, c'est surtout aussi à côté des grosses villes. Quand vous voyez les centrales nucléaires, thermiques, etc., c'est là où vous avez soit les grosses industries ou soit où vous avez une population qui est plus importante, d'accord? Si vous regardez, ce n'est pas dans les Ardennes que vous allez trouver des centrales thermiques ou électriques, hein, d'accord? Là où vous avez... Donc, elles sont placées quand même stratégiquement, si vous voulez. Eh, mon fauteuil descend de là. Alors, ça c'était quoi? Oui, je voulais vous montrer avec le degré de densité de la population des communes, mais que ça correspondait justement, donc là où c'est rouge, c'est là où vous avez une densité de population plus importante. Si on compare avec la carte des énergies, vous pouvez regarder que ça correspond. Regardez au... Vous voyez que ça correspond? Ça va? Donc, il y a effectivement donc, un lien entre la répartition de la population et la répartition des sources d'énergie. Alors, si on avait été au cours, on aurait fait une carte mentale. Mais voilà, ici, c'est un peu compliqué de voir notre dépendance au milieu en fonction des besoins, des ressources disponibles. De toute façon, on n'en a aucune à part pour le renouvelable. La localisation, les modes de transport, voilà, ça, on va passer un petit peu puisque c'est compliqué de faire ça à distance. Alors, quelle heure il est déjà? 15h12. Attendez, je regarde où on en est. Ce qu'on peut peut-être faire, c'est
arrêter pour aujourd'hui. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Comme vous voulez. Terminer la prochaine fois, c'est ça? Et on termine lundi prochain. Ça vous va? Moi, j'ai une Oui. question à vous demander parce que Dis-moi, moi, c'est Véronique? oui, on ne voit pas. Ah. Ouais, Ben, voilà. en fait, dis-moi. quand on était avec le professeur d'informatique, on avait un numéro pour accéder à votre cours, par exemple. À son cours, on avait un numéro à mettre sur le numéro d'ID. ID, c'est écrit. Ouais, Chez vous, on n'a pas eu ce numéro, en fait. mais je ne sais pas ce que c'est. En fait, vous C'est avez un évident. numéro à nous donner, à faire passer à tout le monde, et nous, on n'a qu'à taper le numéro et on arrive à votre cours. Et là, Ouais, si c'est comme ça. Laurence ne m'avait pas dit de faire un copier-coller de votre adresse, moi, je ne savais pas qu'il fallait faire ça. Donc, j'arrivais pas. Bah, c'est sûr. Ouais, ça, c'est un peu différent. Moi, ici, ce que je t'ai fait, c'est une invitation sur Zoom. Voilà. Je ne sais pas si ton prof d'info, c'est Zoom qui l'utilise. Mais Oui. si, c'est Roselyne qui a le C'est Roselyne. numéro. Un Mais, numéro, Roselyne- il dit qu'il est écrit. Roselyne, en fait, elle nous donne un numéro d'identifiant et un mot de passe pour accéder à la réunion. D'accord, mais ça Oui, c'est revient un petit pareil. peu au même. C'est pareil. Oui, ça C'est revient au facile avec même. la Il barre. fallait faire copier-coller, en fait. Ouais, m'en veux pas, Je voulais Véronique, savoir. mais je suis un peu nulle en informatique, tu vois, donc là, je Mais suis à moi mon aussi, summum. mais moi aussi. Donc, Laurence m'a aidée. Heureusement qu'elle m'a parlé parce que pour avoir les communications, c'est pas facile. Donc, Laurence m'a aidée. Elle m'a fait de faire un copier-coller. Mais en tout cas, merci Laurence. Je ne sais pas si elle m'entend. Mais voilà. écoute, ouais, en fait, moi, si ça vous va comme ça, on peut aller à 13h30, je vous envoie le lien, enfin, si j'y Et arrive. on refait copier-coller. Ça va, ok. Tu fais copier-coller et tu arrives ici Oui. sur la conversation, quoi. Ça va? Ça va. Oui, je t'ai entendu, Véro. Merci Laurence. De rien, Véro. Je savais pas Ben, qu'il vous fallait mettre avez les deux, toujours hein, j'ai mis qu'à seul. mon numéro de GSM si vous avez des urgences, que vous ne comprenez pas quelque chose. J'essaie d'être disponible le plus souvent possible. Hein. Donc, je vous téléphone Autant que toutes les faire 5 se peut. minutes. Quoi? Je vous téléphonez toutes les 5 minutes alors. Ah non, hein. Je vais te mettre sur liste noire. Non, mais n'hésitez pas. Et sur Moodle aussi, si vous avez des questions, quoi. Ça va? Ça va. On reprend D'accord. lundi prochain alors à la même heure, 13h30, Oui. je vous envoie le lien et 14h, on commence. Ça va? Ça va. D'accord, merci. Voilà, Merci. vous serez sur YouTube, je vous préviens, j'enregistre, enfin je vais essayer. J'ai enregistré la conversation et je mettrai le lien si vous voulez vous revoir. Ça va? Sur Moodle, vous mettez le lien. Oui, Ok. ça va? Il faut le Merci temps beaucoup. que je transfère tout, donc ce sera aujourd'hui ou demain. Ça va? Ok, pas de souci. beaucoup. Allez, D'accord. prenez Bonne soin de vous. journée. À bientôt. Aussi, au revoir. Merci, Au revoir. au revoir, à lundi.